Gaston Paul Effa, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons ouvrir une série d'interviews, de rencontres, d'échanges autour de cette notion extraordinaire d'espoir. Je pratique la médecine depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, je trouve que ce mot, il est toujours présent, probablement souvent dans l'esprit et dans le cœur de nos patients, et probablement aussi dans l'esprit et le cœur des soignants, mais on ne l'échange plus. Comme si quelque chose venait nous empêcher de le faire, comme si on avait la précaution de se dire au moins je n'aurais rien promis de particulier. Et pourtant, je crois que c'est ce qui nous porte tous, qui nous aide tous et qui ouvre, à mon avis, le lien vers probablement, de mon côté, le lien thérapeutique et de façon générale, le lien à l'autre. Alors, je t'ai proposé de participer à cette réflexion, tu as accepté, je t'en remercie, et puis je vais te proposer de te présenter un peu, et puis de nous parler dans cette interview, évidemment, de ce que tu as écrit et qui m'a amené à te solliciter à propos de l'animisme et de l'histoire que tu as racontée sur ton père. Voilà, merci Gaston Paul d'être avec nous. Merci de m'avoir accueilli, cher Pascal. Je dirais, pour me présenter sommairement, que je viens d'Afrique, du Cameroun, à la fois Cameroun et Gabon, père et mère, et que j'ai très tôt été confié, on dit en Afrique, offert à des religieux alsaciens qui m'ont élevé de l'âge de 5 ans à peu près à la préadolescence, 14 ans, qui m'ont permis ensuite de venir à Strasbourg. Et donc j'ai quitté très tôt ce pays, cette terre dans laquelle déjà je vivais comme étranger complètement chez moi, puisque les sœurs me parlaient alsacien, alors que j'étais petit enfant africain, et dont j'ai d'abord ouvert les paupières de mes oreilles par une langue, l'alsacien, qui n'était pas ma langue maternelle. Tu comprends donc que lorsque j'arrive à Strasbourg, adolescent, que le cœur de l'Afrique se mette, celui du Cameroun, se mette à battre en moi. Je me suis cherché, je me suis demandé qui j'étais. J'ai appartenu très tard à la Compagnie de Jésus, où j'ai fait toutes mes études jusqu'à la philosophie, théologie. Et lorsque je passe à l'écriture, il est évident que on commence tout de suite à chercher cette terre, puisqu'écrire, c'est d'abord travailler une terre, trouver une terre que l'on travaille, qu'on va ensemencer et on va essayer de produire quelques fruits. Et il se trouve donc que dans cette quête, ce qui m'a le plus manqué, c'était peut-être simplement une certaine paix intérieure. J'ai pratiqué du yoga, j'ai donc fait de la méditation, j'ai lu des textes sur l'animisme, j'ai lu le Tao, j'étais dans le Shinto japonais, mais quelque chose réellement manquait. Je pense que c'est l'expérience de l'animisme qui me manquait jusqu'à cet épisode qui a duré. Quand on dit épisode, en général, c'est bref, mais cet épisode qui a duré et qui a duré d'enseignement, puisque mon père me rejoint en France et il est malade. Il souffre d'un myélome qui est un cancer extrêmement douloureux puisqu'il atteint les os, la moelle épinière. Il en souffrait atrocement. Lorsqu'il arrive à Strasbourg, cet agrégé professeur qui l'accueille au CHU et qui avait tous les examens de sang de mon père sous les yeux, me dit, s'adressant à lui, votre père n'a plus beaucoup de temps à vivre. Le mal est très avancé, le bilan des examens est catastrophique. Je pense qu'on va le mettre en soins palliatifs, mais est-ce qu'il a encore des liens en Afrique? Est-ce qu'il veut retourner rapidement en Afrique, mettre de l'ordre dans ses affaires avant de revenir et qu'on prenne soin de ce mal qui le ronge et on va l'accompagner doucement à mourir? Mon père écoute cela et ne dit rien.
Nous nous levons et lorsque nous sommes en train de rouler, mon père se tourne vers moi et me dit, qu'a-t-elle dit cette médecin? Je lui dis, elle dit que ton mal est très avancé et que ce serait bien que tu retournes en Afrique mettre de l'ordre dans tes affaires, puisque tu as encore des attaches sur place, et ensuite que tu reviennes, on va t'accompagner, on ne t'abandonnera pas euh, pour la mort. Il y a un petit silence. Ensuite, mon père, je roule toujours, se tourne vers moi. Il me dit, mais cette femme a fait des études de médecine. Elle a étudié les corps, les maladies. Mais moi, j'habite mon corps. Donc je ne sais pas ce qu'elle a à me dire. Moi, j'habite mon corps. Et toi, tu es comme cette femme. Tu es aveugle, tu es sourd. En réalité, c'est toi qui es malade. Je lui dis pardon. Et il poursuit. Il va falloir que tu retournes en Afrique, que les pygmées t'ouvrent les yeux et les oreilles pour que tu guérisses de ta cécité, de ta surdité, parce que je n'ai pas su te transmettre tout ce que j'aurais dû te transmettre. Et on continue. Et alors, je ne comprends pas. Il va mourir, mais mon père me demande, moi, d'aller me faire soigner. C'est moi le malade, alors c'est le monde à l'envers, les choses se retournent. Comme j'ai fait vœu d'obéissance dans mon ancienne vie et que j'ai appartenu à la compagnie de Jésus, j'ai accepté comme un cadavre de suivre les conseils de mon père. Et je suis allé l'été suivant en Afrique, où j'ai retrouvé un oncle à qui j'ai demandé de me conduire chez les Pygmées dans la forêt africaine. Autant dire que tout cela a duré longtemps. J'ai rencontré une vieille dame qui s'appelle Tala, une vieille dame pygmée qui ne me connaît ni d'Adam, ni d'Ève, comme on dit, et je suis accompagné de cet oncle et d'un traducteur. La dame me regarde, arrivée, il y avait plein de monde dans la cour puisqu'elle était guérisseuse, les gens venaient de la ville consulter la sagesse. Elle me regarde arriver, elle fait silence, et j'écoute le traducteur, elle se met à parler ensuite. Elle dit, celui qui arrive là a la tête coupée du corps. Il vit avec sa tête, il est comme un instrument désaccordé qui a perdu la note juste. Pardon, je ne lui ai encore rien demandé. Alors je prends la parole, je lui dis, alors puisque j'ai perdu la note juste, comment puis-je la retrouver? Elle me dit, ça prendra un certain temps. Combien de temps? Ben, le temps qu'il faudra, il faudra être patient, mais est-ce que tu as réellement la volonté de retrouver la note juste, la note perdue? J'ai dit, je le veux. Et ça s'arrête. Le soir est venu, j'avais pris place parmi les autres dans la cour, on nous a fait manger, tout va durer très longtemps. Je vais repartir en France, je vais retourner en Afrique et pendant 10 ans, je fais ces allers-retours entre Strasbourg et la forêt pygmée au Cameroun. Jusqu'à ce que, au bout de ces perturbations, puisque je peux vous dire que c'est la désorganisation totale, la désorientation, cette femme m'a désarticulé, malmené. Le chemin de l'initiation est un chemin extrêmement agité. Elle m'a étonné puisqu'elle n'a jamais fait de philosophie, mais lorsque elle me parlait, j'avais l'impression de lire des philosophes anciens. Et je lui disais, Tala, mais ce que tu me dis, il y a tel philosophe qui le dit. Elle me dit, mais tu n'as rien compris. Je ne te parle pas de philosophe. Je ne te demande pas de m'en parler. Je te demande simplement de me parler de la vie et de me parler de nous, de nous parler du monde. Les autres, tu les as lus. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Et lorsque Tala est morte, mon père l'a suivie.
10 ans plus tard, mon père était toujours là. C'est cela qui me permet aussi de parler de ce que j'appelle l'espoir, qui est la question que tu m'avais invité à aborder. Oui, mon père, autant que Tala, m'ont mis sur le chemin de l'espoir, parce que l'espoir est un cheminement. Je pense que l'espoir, c'est ce qui nous permet de mieux vivre, ou de vivre enfin, puisque nous passons notre temps à passer à côté de nous-mêmes et à côté de la vie. C'est ce qui nous permet de vivre enfin et de faire confiance à la vie. Et lorsque je dis la vie, c'est Pascal, toi, la vie, c'est la nature que je traverse, la vie, c'est aussi les autres, et la vie, c'est nous-mêmes. Essayer de retrouver la confiance. Et on la retrouve, cette confiance, lorsque notre corps parvient à retrouver le cœur, qui est essentiel dans la conscience. Et lorsque ce cœur va parvenir à épouser non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Il y a donc ce que j'appelle un certain alignement, alignement du cœur, du corps et de l'esprit. Et cet alignement est ce qui fait qu'on ne craint plus rien. Donc, on perd l'espoir lorsqu'il y a un désaccord, une rupture dans cet alignement. Et là, on tend la main parce que c'est tout ce qu'il y a dans cette vie qui peut nous aider à retrouver le chemin de l'alignement, le chemin de la note juste, le chemin de l'accord ou de l'harmonie. Donc je pense que véritablement, lorsqu'on est malade et qu'on a perdu l'espoir, on est doublement malade. La maladie est suspendue ou la maladie va un peu ralentir sa vitesse, tout dépend de ce dont on souffre. Lorsque l'espoir est là, j'allais même dire que c'est l'espoir qui nous permet à mieux accepter la maladie. Donc tous les autres et nous-mêmes, puisque alors on va même faire confiance à la maladie, c'est-à-dire aussi aux médicaments, lorsque c'est encore possible, qui vont nous permettre de cheminer avec cette maladie. Je pense que le meilleur médicament, en réalité, Pascal, c'est l'espoir. C'est bien, c'est très clair. Alors, Gaston Paul, ce que tu nous dis, tu nous parles d'une belle histoire. C'est une histoire qui est l'histoire de ta vie. C'est un récit qui est vrai. Donc, il nous touche, il est touchant. Et quand tu dis que finalement tu souffrais de cécité, de surdité, ça veut dire que tu n'avais plus la possibilité d'utiliser ce que tu voyais, ce que tu entendais. C'est ça que j'entends dans ce que tu expliques. Tout à fait. C'est ça. Et donc, pour réapprendre et pour apprendre à écouter et à regarder, on a besoin d'être accompagné. Est-ce qu'il est facile d'imaginer qu'on puisse être accompagné sur ce chemin qui est illuminé par de l'espoir, quand celui qui le fait lui-même n'entend pas et ne voit pas, c'est-à-dire n'entend plus, ne peut plus entendre le patient, ne peut plus entendre une famille qui parle, ne peut plus entendre tout simplement des personnes qui sont parfois en détresse et qui vont nous redire leur détresse. Est-ce que, Alors, est-ce que nous tu... vivons dans un monde où la connaissance est parfois à son comble, où les praticiens sont excellents dans leur pratique médicale. Ils sont exceptionnels, ils savent tout sur tout, mais je dis que la seule chose qui leur manque, et je crois que cette petite chose est ce qui est essentiel, qui fait qu'ils ne parviennent à guérir personne, même pas eux-mêmes, c'est simplement le fait qu'ils ont perdu cet espoir. Ils ont perdu le sens de la chose la plus simple, c'est le maniement de l'outil, cet outil qui est vraiment aussi la chose la plus simple. Moi, je pense que la simplicité, c'est lorsque on n'est plus qu'un seul pli et que on a parfois un peu laissé de côté notre bruit de la raison, notre grande intelligence, pour retrouver une autre forme d'intelligence. Et là, je vais définir l'intelligence comme la lecture intérieure,
lorsqu'on a retrouvé le chemin intérieur. Et ce chemin-là ne s'apprend pas en fac de médecine. C'est un chemin qui va s'éveiller lorsqu'on rencontre un certain nombre de personnes, ou pas. Il peut ne pas s'éveiller. Donc je pense que le meilleur praticien est celui qui a cette autre écoute et qui va retrouver dans les silences de cette écoute, parfois il n'a pas besoin de faire grand-chose, une main posée sur son patient, un regard posé, euh, un mot, et qui est parfois plus fort, plus efficace que le médicament qu'il va lui donner. Il ne faut pas croire que je suis en train de dire que le praticien doit renoncer à donner des traitements aux patients. Mais je pense que le traitement chimique doit absolument, pour qu'il soit efficace, être accompagné de l'autre traitement, celui de la parole. Et c'est cette parole qui va ouvrir les yeux, qui va ouvrir les oreilles du praticien. Et en ouvrant ses propres yeux et ses propres oreilles, alors il pourra permettre à celui qu'il veut soigner de mieux voir, de mieux se voir, de mieux entendre, de mieux s'entendre, et les deux réciproquement de se voir et de s'entendre. Et lorsqu'on a retrouvé cette note entre les deux, je pense que là, on chemine. Parce que l'espoir, c'est un cheminement. Mais nous sommes très peu dans ce monde encore à savoir regarder, à savoir entendre et même à voir. C'est pour cela qu'il faut des initiations. C'est pour cela que ce que tu fais est extrêmement efficace et passionnant parce que tu convies à ta table quelques rares personnes qui ont encore le souci de la vue, le souci de l'ouïe, sachant que la vue, c'est l'intelligence et l'ouïe, c'est la sagesse. Alors, je continue sur ce que tu nous dis. J'avais échangé avec Alexandre Jolien il y a une année qui me parlait de la bonne santé, de la grande santé. Et ce qu'il expliquait, c'est que ce qui comptait, ce n'était pas forcément de pouvoir marcher comme tout le monde, de pouvoir chanter comme tout le monde, c'était de pouvoir être avec les autres, et c'était pouvoir ressentir un apaisement, ressentir l'envie de découvrir des choses. Dans ce que tu dis, moi je dirais qu'aujourd'hui, on est en train de réinventer et de développer ce qu'on appelle la médecine et le soin intégratif, où on crée un véritable parcours autour du patient pour qu'il soit entendu par plusieurs intervenants, c'est-à-dire des yeux, des regards différents, des oreilles différentes. C'est plutôt très positif, je trouve. Et c'est peut-être quelque chose qui vient montrer une difficulté aujourd'hui, c'est celle du langage, c'est-à-dire comment peut-on échanger dans un même langage. Alors, le langage n'est pas que vocal, il n'est pas fait que de mots. Il est fait d'intentions, il est fait de gestes, il est fait de pratiques. Qu'est-ce que toi, dans ta pratique de la philosophie, tu trouves aujourd'hui qui avance dans ce sens, qui nous rappelle l'importance de comprendre le langage de l'autre? Alors, moi, j'ai la chance toujours d'être face à des adolescents. L'adolescence est un âge extrêmement difficile, c'est un âge délicat, c'est un âge que j'appelle sublime au sens où c'est toujours à la limite de la rupture. Et donc, il faut évidemment leur servir des connaissances. Mais moi, je dis que je ne suis pas là pour leur servir des connaissances, je suis là pour les ouvrir à la connaissance. Et on ouvre à la connaissance euh, au-delà de l'enseignement que l'on donne, c'est-à-dire aussi les silences. Vous savez, Arthur Rimbaud dit quelque chose de très beau quand il dit plus de mots, absence. Mais il faut aussi l'entendre dans lorsqu'on quitte les mots de la langue, on retrouve d'autres mots, toujours OTS, qui sont infiniment plus fins, qui parviennent même à l'endroit où la langue ne parvient pas naturellement. Et donc, plus de mots en ce moment-là. Donc, j'apprends aussi à mes élèves que la vérité n'est pas sur les chemins que l'on trace, il y a la vérité sur d'autres chemins, des chemins parallèles. La vérité, c'est lorsque véritablement on parvient à se trouver soi-même. Donc c'est un long chemin, sachant que je les vois qu'une année, et ce n'est même pas une année.
9 mois, et ce n'est même pas 9 mois si on enlève les vacances scolaires, mais le temps que nous vivons ensemble est un temps extrêmement précieux où je leur apprends dans le regard, dans l'intonation même de la voix, parce que ce ne sont pas simplement les mots que je leur donne, c'est aussi une question de savoir parler à l'autre. La bienveillance, c'est aussi dans la présence à l'autre. La bienveillance, c'est aussi dans la façon dont on accueille l'autre, y compris quand il rentre dans ma classe. Et le médecin, je crois que tout commence là, lorsque le patient franchit la porte de son cabinet. C'est tout cela, c'est des choses très simples qui vont faire qu'on retrouve le lien rompu et qu'on noue autre chose, vraiment dans le sens de nouer, parce qu'il y a rupture, et on essaye de resserrer, de ressaisir des choses qui nous ont échappé. Alors, tu es en train de dire des choses qui, moi, évidemment, me font penser à l'hypnose. Dans l'hypnose, on est évidemment en contact avec quelqu'un. On va jouer, on va proposer du jeu, on va proposer de la surprise, on va proposer beaucoup de choses qui vont donner envie de découvrir, mais à une seule condition, c'est qu'on soit en lien. Et donc le lien va s'ouvrir souvent avec cette phrase d'un patient qui entre et qui dit: «Vous êtes mon dernier espoir». Et c'est compliqué ce mot, parce que ce mot très souvent peut être ressenti du côté du soin comme, je dirais, pas comme un chantage du tout à la réussite, mais plutôt comme le risque de ne pas satisfaire quelque chose d'extraordinaire qu'on puisse attendre. Alors, je crois que notre place à nous, soignants, c'est d'entendre la demande et c'est de pouvoir peut-être utiliser notre propre espoir, Hmm. ouvrir un chemin. Qu'est-ce que tu penses de cette remarque? Ah, elle est pertinente. Je pense vraiment que le risque, lorsque on a le sentiment d'être le dernier espoir, c'est de rentrer dans la performance. Le pire ennemi, c'est la performance, c'est-à-dire vouloir absolument bien faire et réussir. On n'est pas là pour réussir. On est là pour simplement entreprendre. On dit souvent, et j'aime beaucoup, celui qui sème ne récolte pas toujours. Il ne récolte pas toujours, mais le plaisir est d'abord de semer. Sa récolte est déjà de semer. Et lorsque je suis avec ces jeunes, ce qu'il y a de plus beau, c'est tout ce que je vais faire avec eux, que j'appelle la semaison, et qui consiste simplement à les émerveiller sur tout, pour tout. Et là, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, tu parles du jeu. C'est vraiment cela. Jouer aussi est une autre façon de leur permettre de s'émerveiller, de retrouver ce qu'ils sont et qu'ils ont oublié qu'ils sont. Ils sont encore des enfants, mais l'enfant qui a oublié qui est enfant parce que notre monde les considèrent déjà comme des adultes. Et c'est pour ça qu'ils ne grandissent plus. C'est pour cela que souvent, on perd rapidement le lien avec nos jeunes, qui sont un peu comme nos patients. Le lien, on peut le retrouver dans cette détente, dans ce jeu qu'on réinstaure avec eux. On redevient soi-même enfant. C'est ça qu'on fait aussi dans la tradition juive. Le meilleur enseignant est celui qui sait d'abord retrouver sa place de élève. Et donc, je pense aussi que dans la vie, le chemin de la guérison consiste à ce que chacun soit à sa place. C'est dans la nature et ça doit aussi être parmi les humains qui ne sont que des éléments de cette nature. Que chacun réapprenne à prendre sa place. Et c'est ça aussi, s'émerveiller d'être à sa place. Et je pense que la maladie s'accepte plus facilement lorsqu'on a senti que l'autre nous remet à notre juste place. Là, on reprend dignité, on reprend poids, et la langue hébraïque appelle ça le kavod. On a repris du poids et de la valeur devant les autres, et là, cette valeur aussi, c'est devant soi-même. Alors c'est important ce que tu dis, parce que là tu touches à un problème de maintenant dont tu as fait preuve. Tout à l'heure tu l'as évoqué, c'est la connaissance qui est diffusée sur tous les médias, connaissance non triée, non, je dirais, synthétisée, simplement déposée comme ça. Je mets un mot sur Internet, je demande à l'IA de répondre à la question sur l'espoir, je vais avoir une dizaine de pages extrêmement vite écrites et qui sont toutes pleines de sens, mais il manque juste l'essentiel, c'est espoir de quoi et pour qui.
J'ai même pas besoin de préciser ça, j'aurai déjà une réponse. Alors, ma question, si tu veux, ce qui n'est pas complètement une question, mais c'est, je suis devant une personne qui est un patient, qui a son intelligence, qui a des moyens d'utiliser son intelligence et qui va la nourrir de connaissances qu'il n'a pas en allant chercher sur Internet. Et finalement, ce que je trouve aujourd'hui compliqué, c'est que cet espoir qu'il m'amène est nourri par des données qui sont des données de bibliothèque, finalement, de grandes bibliothèques. Les données que je vais pouvoir moi utiliser sont celles que je vais ressentir comme appartenant au patient. C'est-à-dire que le patient doit rester un patient et moi je dois rester un soignant. Ce qui ne nous ferme pas l'échange, ce qui n'empêchera pas d'apprendre de ce que va m'apprendre le patient. Est-ce que tu penses que l'espoir est effectivement dans ce pont qu'on construit entre les deux? Oui, il faut absolument construire un pont, mais pour que le pont soit possible, il faut que chez chacun, lorsque l'échange va s'instaurer, ce qui était dans la tête, et c'est ce que me disait Tala, tu as tout dans la tête, mais la tête est coupée du corps. Je pense que le premier pont, avant même d'établir le pont entre le patient et le praticien et le soignant, le premier pont, ça va consister à retrouver un passage, un lien entre la tête et le corps de chez chacun. Tout ce qu'on a trouvé sur Internet, tant que ça reste purement des connaissances déposées, ça ne sert absolument à rien. Il faut déjà apprendre, et c'est peut-être cela que l'échange entre les deux est important, lorsque les deux vont se parler, lorsque les deux vont se rapprocher, que cet échange, ce dialogue, permette à chacun justement de mieux vivre, d'assimiler ce qu'il est, ce qu'il a, et ce n'est que là que le germe, autre chose, va pourrir. Tout ce que vous avez appris doit pourrir. Si ça ne pourrit pas, ça ne sert à rien. Et lorsque ça pourrit, il y aura quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, mais étant toujours le même, que j'appelle le germe. Et c'est ce germe-là que vous pouvez partager ensemble. Alors tu me Et fais dans ce penser. germe qui a espoir. Et c'est le germe de la vie elle-même. Alors, il y a une maison d'édition dans l'hypnose qui s'appelle Le Germe, ça dit tout, hein, ça dit bien qu'effectivement, on va chercher des connaissances qui vont faire pousser chez nous quelque chose, ça va devenir l'application de quelque chose, ça, on est vraiment dedans. Quand tu parles, en disant laissez pourrir, tu me fais penser à Krishnamurti qui dit toujours, vous savez des choses, laissez-les et entrez dans l'échange, Ah, entrez dans c'est le lien. exactement ça. C'est C'est- exactement ça. Oui, et on a toujours eu dans des écoles de philosophie, laissez tout espoir, vous qui entrez ici. Ne venez pas ici en disant je sais. Je sais que vous savez des choses, sinon vous ne frappez pas à la porte. On frappe parce qu'il y a déjà quelque chose qui vous pousse. Mais lorsque vous rentrez, nous allons apprendre justement à laisser pourrir. C'est pour cela que les élèves sont souvent impatients et veulent prendre la parole les premiers moments. Je dis, ce n'est pas important. Quand je vais vous donner cette parole, vous verrez que vous n'en aurez même plus envie. Je vous invite pour l'instant à faire comme moi des moments de silence. Apprendre à se taire, à contenir. C'est lorsqu'on contient que tout justement va pourrir. Tout va. Et j'aime bien la pourriture parce que la pourriture est fertile. S'il n'y a pas cette pourriture, rien n'est possible. Si tout ce que vous avez reste vivace en vous, vous n'en ferez absolument rien. Donc je les invite à un silence qui se prolonge. C'est un silence qui dure parfois 2 mois, de septembre à octobre. Et progressivement, on va aller voir quel est l'état d'avancement de la pourriture. Et je le sais très bien lorsqu'on arrive au mois de mai, comme par hasard, c'est le mois germinal, c'est le printemps qui arrive, et que je leur pose des questions, je les mets en situation, j'aime bien des travaux pratiques en philosophie, des cas concrets, et on se rend compte que l'élève ne parle plus comme l'élève qui était impatient au mois de septembre. Il a même peur de la parole. Pas la peur dans le sens où elle est agressive, où elle fait mal, mais le respect de la parole. On va essayer de dire les choses les plus justes possibles. Et je trouve ça merveilleux. Et là, je sortais de cours aujourd'hui en pensant que nous allions nous retrouver. J'ai pris un petit retard simplement parce que j'ai encore des élèves qui, après le cours, sont en train
d'essayer encore de prolonger, alors que ça a sonné, le silence même dans ce que nous étions en train d'examiner comme problème en philosophie. Vous voyez? Et là, c'est exceptionnel. Je me dis, j'ai gagné quelque chose. Tous ne sont pas dans la même attitude, mais quand on a une classe de 34 élèves, et sur les 34, on en a 10 qui sont dans cette attitude, je me dis véritablement, j'ai gagné quelque chose. Et là, il y a espoir. C'est-à-dire que on me remet moi-même sur le chemin de l'enseignement, sur le chemin de la transmission, et l'élève devient aussi celui qui transmet à l'enseignant, parfois même plus que je ne leur donne. Il me donne plus que je ne peux leur en donner. Alors, je t'entends depuis tout à l'heure, tu as abordé plusieurs fois la notion de durée. Tu as dit, ça a été un long chemin, ça a duré 10 ans. Tu as parlé de la vie de ton père, qui a été une vie de sursis finalement. Mais on parle plus de sursis quand on vit 10 ans, on parle de vie tout court. Ça me fait penser à une de nos amies qui n'est plus là, Corinne Van Loo, et puis qui exprime dans un livre le fait qu'elle est une maladie. Donc elle dit, ben, je vais vous donner des phrases puisque ma vie se termine. Non, elle a édité beaucoup de livres après, parce que la vie, elle l'a utilisée, elle s'en est servie, elle a été vivante dans ce qu'elle a vécu. Alors Gaston Paul, il est donc une valeur qui est compliquée aujourd'hui à utiliser et pourtant on en a besoin. Et l'espoir peut-être que ce qui le nourrit, c'est le temps. Ça veut dire qu'on a besoin de temps pour donner de la place à cet espoir, alors qu'on le verrait spontanément comme quelque chose qui est une demande spontanée, éphémère, donnez-moi de l'espoir. Hmm. Alors, il y a beaucoup de choses dans la remarque que tu viens de faire. Et la première chose, c'est que, et là je vais parler, moi j'aime bien être concret dans ce que je dis, la professeure qui avait accueilli mon père, lorsque mon père, au bout de 10 ans, 8 ans, au bout de 8 ans, ne mourait pas toujours, et on s'était retrouvés avec lui, et là elle dit, je crois que je commence à comprendre quelque chose. La médecine n'est pas tout. Et il m'a fallu, tu parles du temps, il m'a fallu beaucoup de temps, et heureusement qu'il y a eu la maladie de votre père. Et je lui explique que tout ce que moi j'avais vécu entre-temps aussi de chemin initiatique, et là elle me dit, j'espère que nous allons garder ce lien parce que j'ai besoin moi aussi d'essayer de mettre mes pas sur les vôtres. Elle est professeure de médecine. Elle me dit, j'apprends et votre père fait partie des gens qui m'auront appris beaucoup de choses en si peu de temps, au point qu'elle s'est demandé si mon père était véritablement malade. Et j'ai beaucoup aimé, parce que longtemps, et c'est le mot que tu as utilisé, elle trouvait que c'était un homme en sursis. La mort était à sa porte, la mort attendait juste l'occasion de l'entraîner dans le trou. Or, mon père lui disait non, ce n'est pas ça, moi je suis en train de vivre pleinement ma vie. Peut-être que je suis dans la maladie, ce qui est tout à fait normal, mais j'ai encore ce que vous n'avez pas. J'ai encore l'espoir. J'ai encore ce lien avec moi-même. Je suis encore le pont entre ma tête et mon corps. Et ce pont, la médecin ne l'avait pas. Ce pont, j'ai commencé à l'avoir à ce moment-là. Et ce pont, j'imagine que beaucoup de gens qui sont dans le domaine médical sont un peu comme toi, en train de poser ce pont. Mais je ne suis pas sûr que la fac de médecine soit le lieu par excellence où on apprend cela. Je pense que c'est la vie elle-même qui se charge de nous. Et il faut donc laisser au temps la possibilité de trouver la bonne personne avec qui l'échange va être possible. Donc, c'est aussi pour cela que je parle de confiance. Il faut faire confiance à la vie. Alors, pour terminer, on va arriver au bout de ce temps que tu nous as offert et je t'en remercie. Je vais reprendre un mot. Tu as parlé depuis tout à l'heure de rencontres. Tu as rencontré, comment c'est ton père, tu as rencontré une agrégée de médecine, tu as rencontré une personne qui est dans la forêt, pygmée, qui enseigne l'animisme, tu as rencontré beaucoup de personnes et finalement, je pense que le mot rencontre, c'est quelque chose qui nourrit effectivement notre curiosité. Dans la médecine, je pense que c'est ça que j'ai trouvé de plus beau.
Et j'avais entendu un jour un ami que j'aime beaucoup rencontrer, qui s'écoutera, c'est le professeur Gérard Osterman, et qui m'avait dit il y a très longtemps, à Bordeaux, j'entre dans son cabinet, on va discuter ensemble, et puis il me dit, il faut lire ce qu'on ne vous a pas demandé de lire. Et qui avez-vous aimé sur votre parcours d'enseignant? Qui vous a marqué? Et c'est une question que j'ai posée après beaucoup aux étudiants, leur demandant quelle est la personne qui vous a marqué. J'ai entendu des réponses extraordinaires, mais j'ai entendu aussi des réponses me disant personne. Ça veut dire que certains n'avaient pas eu encore la chance de croiser des personnes. La rencontre, c'est celle qui, pour moi, ouvre la possibilité d'avoir de l'espoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, complètement. Je reviens juste légèrement en arrière. Tu dis que Tala enseigne l'animisme. Non, Tala, elle n'enseigne pas l'animisme. Tala nous aide à retrouver ce que nous avons perdu. Elle nous aide à retrouver ce qui est là, parfois à nos pieds, et que nous sommes incapables de voir. Si c'est ça l'animisme, c'est-à-dire le retour, la voie du retour, la voie IE et même la voie, celle de Thala X, alors c'est cela l'animisme. Et je pense aussi que ça a été pour moi la rencontre par excellence. Elle m'a permis de me retrouver, elle m'a permis même de retrouver quelque chose qu'on appelle la foi et que je définis comme le Dieu perdu dans l'herbe, revenir à les choses les plus simples, les plus anodines, qui sont pourtant si fondamentales dans l'existence. Donc, ma rencontre, c'est une femme qui n'a, qui n'est pas allée à l'école, une femme qui n'a pas fait de la philosophie, mais une femme qui était dans la nature, qui était connectée à la nature et qui a juste la grâce de la transmission et qui a pu aussi aider non seulement moi, mais beaucoup de gens qui allaient la voir, qui a pu aider ces gens-là à se retrouver et à retrouver la note juste, comme elle appelle elle-même. Et donc, ma plus belle rencontre, c'est celle-là. Et je souhaite à tout le monde un jour de rencontrer celui qui vous permet de vous remettre sur le chemin. Et ce chemin mène à quoi? Et chemin mène en général au cœur. Alors aujourd'hui, celui qui nous mène sur ce chemin, c'est toi, et donc c'est une très belle rencontre. Et j'espère que beaucoup vont la partager, la vivre comme ça. Je dirais en terminant que quand on est avec un patient dans une séance d'hypnose, pour commencer, je ne mets pas un patient en hypnose, c'est lui qui va entrer en hypnose en m'observant et en communiquant avec moi. Je n'ai aucun pouvoir, je suis là pour transmettre, et puis on s'appuie sur la clinique pour protéger ce qu'on va faire, pour être dans quelque chose de cohérent et de non dangereux. On va chercher, avec ce patient, à lui faire observer ses ressources, ce qu'on Mm. appelle les ressources personnelles. C'est exactement ce que tu as dit en parlant de Tala. C'est-à-dire qu'on va lui donner l'envie par la curiosité et le nourrir dans le fait de l'autoriser aussi à le faire et à se dire j'ai le droit de regarder ce que j'ai. J'ai souvent résumé l'hypnose comme un plateau de théâtre avec trois décors séparés en tiers. Le premier décor, c'est celui que je découvre quand le patient est devant moi. Le second décor, on va faire tourner un petit peu, c'est celui qu'on va découvrir ensemble dans la thérapie. Le troisième décor, je ne le connaîtrai pas, c'est celui que le patient va aller chercher s'il le veut, celui qui est en lui. Est-ce que ça te convient comme... Oui, moi je le résumais dans ce que disait aussi Tala. Première chose, oser demander. Deuxième chose, oser recevoir. Nous sommes dans un monde où nous n'avons plus la force de demander parce que nous avons peur d'être déçus. Et nous avons aussi peur de recevoir, comme si en recevant, on était redevable de quelque chose à qui que ce soit. Donc, réapprendre à s'ouvrir, à être disponible. Et cette disponibilité, c'est d'abord à soi-même qu'on est disponible. Si on sait demander, si on sait recevoir, en fait, on s'est ouvert à soi-même. Gaston Paul, merci. On va laisser ce sujet, cette question sur l'espoir cheminer au travers des rencontres qui vont se faire à partir d'aujourd'hui. Et je t'inviterai donc à la fin de l'année, si tu es d'accord, pour participer à une conférence. Je crois que tu seras à Milan, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Nous avons l'Internet, on travaillera en Bien webinaire sûr. et on fera une conférence qui réunira des soignants, qui réunira d'autres personnes pour parler de l'espoir après une petite année de cheminement autour de ce sujet. Merci.
Gaston Paul, Merci Pascal. et à très bientôt. À tout vite. Gratitude.